Et on voit là la diaspora de l'AES. Bon, on ne parle plus maintenant des provinces, des États confédérés, mais on dit ensemble l'AES. On a le Mali, le Niger et le Burkina qui étaient réunis. La Côte d'Ivoire aussi était là. Bon, on a entendu un des représentants de la communauté de l'AES le dire. Vous y étiez. Voilà. Et dites-nous un peu dans quelle ambiance s'est déroulée cette manifestation et quel est le sentiment de la diaspora de l'AES aux États-Unis quant à la sortie de leurs États respectifs de la CEDEAO, où ils y étaient depuis maintenant 50 ans. Merci beaucoup, M. Zakofi, pour ce temps de parole. Je commence d'abord par saluer les autorités de la Confédération des États du Sahel qui ont marqué ce grand pas dans l'histoire de toute l'Afrique. Parce que c'est un pays après un autre, après un autre. Et donc, nous avons assisté à cette grande célébration. Et donc, c'est dans la joie totale. Et nos frères de l'AES ont parlé d'un nouveau pas, de rétablissement de leur dignité. Et ça, nous, on le ressent aussi en tant qu'Africains, en tant que Panafricains, en tant que contemporains des autres êtres humains qui s'approprient eux-mêmes et tout ce qui les concerne, contrairement aux pays de la CEDEAO, aux pays qui sont dans la CEDEAO. Et donc, c'est la rupture qui date non pas d'hier, mais depuis l'année dernière. Et donc, c'est un an de célébration et qui est marqué par la mise en place des nouveaux passeports, des passeports de l'AES qui sont disponibles. Et là, à ma grande surprise, ils ne parlent pas d'exclusion. Ils parlent d'inclusion par rapport à tous les pays africains. Et ça, c'est quelque chose de très beau à entendre. Et donc, nous étions là, il y avait plusieurs nationalités avec nos frères de la Confédération de l'AES. On nous a donné des temps de parole pour nous exprimer. Et après, monsieur l'ambassadeur, son excellence, monsieur Issa Konfuru, nous a reçus dans ses bureaux et nous avons pu échanger. Et c'était vraiment bien. Et ça contraste vraiment avec ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. C'est bien que vous avez fait le parallèle tout à l'heure parce que ils nous ont pas vus, nous, les Ivoiriens qui étions là-bas. Il y avait des Togolais aussi, des Béninois, des Sénégalais, d'autres nationalités qui ont des origines proches ou lointaines avec les pays de l'AES. Et donc, tous se sont retrouvés. Et là, il y a un fait marquant qu'il faudra aussi que je précise. Depuis que le président Trump a prêté serment, on voit plus beaucoup de gens à la vadrouille. Donc, les villes sont un peu vides. Surtout la ville de New York, on voyait des gens qui se promenaient, ils n'avaient pas de but, ils allaient. Donc, la ville s'est vidée d'un coup. Et donc, lors des réunions préparatives, ça, c'était l'une des préoccupations des organisateurs par rapport au fait que c'était un peu c'est encore une sorte de confinement. Et donc, ils se demandaient si dans cette espèce de confinement-là, les gens allaient sortir. Et nos frères et sœurs de l'AES sont sortis nombreux, déjà, bravant le froid, bravant le fait que nous étions en plein milieu de semaine, et bravant aussi tous les obstacles qui prévoient en ce moment. Et donc ça, c'était très beau à voir. Et les autorités étaient là, les autorités des 3 pays qui nous ont reçus en tant que frères. Il n'y a pas d'attitude de vouloir écraser. Et ça, c'est très important à souligner. Et ça force le respect. Et donc, chacun a eu son temps de parole. Et voilà, la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on parle d'économie, on parle de monnaie. Mais quelle monnaie nous avons? La monnaie de singe que nous avons, qui sont cette monnaie imprimée. Moi, j'habitais près de Chamalières. C'est un endroit. Je sais que vous, M. Zakofi, vous connaissez aussi l'endroit. C'est marqué Banque de France. C'est marqué Banque de France.
Et puis, sans vous interrompre, c'est proche de Vichy, c'est proche de Vichy, donc on sait un peu l'histoire de Vichy. Alors, c'est l'Allemagne qui a introduit la monnaie, bon, c'était une monnaie à double vitesse en France, et la France l'a copiée pour l'imposer en Afrique. Et bon, donc peut-être c'est à Vichy qu'ils ont pris l'ironie. C'est pour cela, voilà, qu'ils l'ont installé à Chamalières. Mais c'est l'ironie du sort. Moi, j'habitais à Chamalières, donc à chaque fois que je passais devant, au début, je ne savais pas, c'est marqué Banque de France. Et qu'est-ce que la Banque de France a à voir avec les Africains, avec la CEDEAO? Et donc, il a été dit et réitéré que la CEDEAO n'était rien d'autre qu'un instrument d'oppression, un instrument d'hégémonie contre les Africains par des Européens et par d'autres Africains qui sont ennemis de l'Afrique. Et ça a été clair. Et on a pu voir que ces 3 pays qui s'en sont sortis, c'est des millions d'Africains dans ces zones-là qui sont déjà libérés. Parce que à travers la CEDEAO, vous êtes d'accord avec moi que le monde qui est immense, mais avec la CEDEAO, le monde qui appartient à tous les êtres humains, en ce qui nous concerne, membres de la CEDEAO, notre monde se limite dans les États de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que cette monnaie-là, tu ne peux même pas aller au Cameroun, tu ne peux même pas aller en Afrique du Sud pour échanger librement. Et même à Chamalières, tu ne peux pas prendre ce billet-là pour t'acheter une baguette. C'est une injure. Et notre honneur est en train d'être lavé avec d'abord le Mali, et les autres pays de l'AES vont suivre. Et j'espère de tout cœur que tous les pays membres de ce piège-là, y compris la Côte d'Ivoire, vont sortir de là. Et que l'AES puisse prospérer. Parce que c'est une confédération qui a été faite par les Africains, pour les Africains, contrairement à la CEDEAO, qui est une arme d'oppression, une arme de domination et de soumission. Et c'est de là qu'il faut sortir, justement. Et je vous remercie d'avoir rappelé à vos spectateurs les 35 000 milliards de surendettement, plus les 10 autres milliards qui ont été donnés et qui a été aussi bouffé par ce régime-là. La CEDEAO voit tout ça. Et quand on parle de cette CEDEAO, c'était aussi pour la libre circulation des êtres humains et des biens. Est-ce que sous cette CEDEAO-là, il y a eu ce respect de libre circulation des personnes et des biens? Jamais. Donc, ça ne sert à rien. Et il y a l'un de nos frères du Sénégal qui a pris la parole, qui a dit quelque chose qui est tout aussi valable pour nous les Ivoiriens. Il attend le jour, il attend de voir que son pays sorte de cette injure qu'est la CEDEAO. Et nous autres, on se regardait, Togolais, Ivoiriens, on ne pouvait qu'être d'accord avec lui. Et donc, je remercie une fois de plus, voilà, monsieur l'ambassadeur qui nous a réussi, qui nous a réunis et qui nous a reçus. Et aussi, voilà, le président de la coordination, du bureau de la coordination de l'AES et ses vice-présidents. Donc, je parle du président Kassogué et de ses 2 vice-présidents, monsieur Dione et monsieur Issoufou Abdourahmane. Donc, merci également à vous, monsieur Isakoufi, d'avoir transmis, voilà, ce rassemblement-là. Oui, poser cette question. Qu'est-ce que l'ambassadeur vous a dit concrètement? Et maintenant que les 3 États de l'AES sont sortis de la CEDEAO, quelle est la feuille de route? Bon, par exemple, concernant la monnaie et concernant aussi, bon, on a parlé déjà d'une force, je dirais unique, une force militaire, une armée intégrée, une force d'intervention de 5000 soldats formés par des soldats des trois États. Et la question de la monnaie, est-ce que l'ambassadeur a eu, par exemple, à informer ses concitoyens, parce que sûrement que certains étaient peut-être aussi, je dirais, bon,
bon, ignorait la politique, donc il souhaite peut-être avoir plus d'informations. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit dans ce sens concernant un calendrier, par exemple, pour la monnaie, un calendrier aussi pour peut-être une plus grande intégration et qui peut commencer par la lutte contre le terrorisme et puis surtout protéger le territoire vis-à-vis des déstabilisateurs qui proviennent de pays de la CEDEAO? Tout à fait, M. Zakofi. Et toutes ces questions-là ont été traitées. On a même eu l'occasion de lui poser des questions. Et donc, déjà, c'était de se sortir de cette communauté-là qui devenait oppressante. Et ça rentre aussi dans le cadre de se réapproprier, aussi de réapproprier sa propre monnaie, son armée et tout ce qui est le système éducatif, le système, voilà, le système sanitaire aussi qui est très important. Donc, toutes ces questions ont été abordées et de façon très lucide, de sorte qu'on comprenne que voilà, c'est un pas et un autre pas après. Et il y a toutes ces feuilles de route-là qui seront strictement suivies, d'après ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur. Voilà, une dernière question, puisque vous êtes... Ouais, d'accord, allez-y, allez-y. Il y a surtout cette inclusion tout au long du discours. Il y a cette notion d'inclusion qui était très forte et qui a été réitérée et que je tenais à réitérer ici. D'accord. Bon, pour terminer, puisque vous êtes à New York, on sait ce qui se passe. Le président Donald Trump a décidé d'appliquer une politique migratoire très agressive et puis l'accès au pays le rendre sélectif. Et on voit la police des frontières américaines qui organise des battues dans toutes les villes à la recherche d'immigrés clandestins. Et bon, est-ce que vous vous sentez affecté? Est-ce que les ressortissants de l'AES, bon, puisque nous parlons dans ce cas de l'AES, et peut-être vous aussi les Ivoiriens et Ivoiriennes qui êtes à New York et dans tous les États des États-Unis, est-ce que vous vous sentez touché? Est-ce que ça affecte votre quotidien? Par exemple, envoyer les enfants à l'école, aller au travail pour ceux qui n'ont pas les papiers? Ça nous affecte, oui et non, parce que ça ne nous empêche pas d'envoyer les enfants à l'école, ça ne nous empêche pas de venir au travail. Et il faut aussi reconnaître qu'avec l'immigration clandestine, ça entraîne des questions de sécurité aussi. Et si les Américains ont choisi ce président-là, c'est leur choix par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport aux changements qu'ils ont vu s'opérer entre le gouvernement précédent et celui-ci. Et franchement parlant, moi, ça fait que 7 ans que je suis aux États-Unis. Je suis rentrée quand c'était Obama. Je suis restée durant le mandat du président Biden. Si, non, avant Biden, c'était Trump. Donc, Obama, Trump, Biden et maintenant Trump encore. Donc, j'ai pu voir quelques changements qui me permettent de dire que cette rigueur du président Trump est salutaire. Je vais dire ça comme ça, parce que moi-même étant étrangère, il y a certaines façons de faire, d'agir que j'ai vues. Moi, en étant dans le pays d'autrui, je n'aurais pas aimé voir ça se passer dans mon propre pays. Donc, il faut aussi être honnête et reconnaître que c'est vrai que l'immigration, quand elle est sélective, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, en tant que maman, je vois aussi des parents avec leurs petits-enfants se faire refouler. Ces enfants-là, ils n'ont rien demandé. Ils ont été traînés par leurs parents pour diverses raisons. Et humainement parlant, je ne peux que compatir aussi. Et il y a une chose aussi que cette politique nous oblige, nous, à faire, c'est de bien arranger chez nous et de rester chez nous. Qu'est-ce que ce pays a de plus que nous? La seule différence que je peux dire, c'est que c'est la répartition des richesses. Parce qu'en tant qu'Africains, nous sommes nés sous le soleil, nous avons un beau climat, nous avons toutes les ressources.
Et d'après certaines statistiques, la plus grande richesse, la plus grande portion de richesse de ce monde se trouve en Afrique. Mais comme cette richesse est mal répartie, on est obligé d'être ici. Et il y a des personnes qui sont surdiplômées, qui sont obligées de faire des petits boulots. Et ça, c'est une justice qui ne vient pas d'ici, mais qui vient de là où on est. Et qui est causée par différents vecteurs, on va dire. Et si des pays comme l'AES s'en sortent et que d'autres pays africains suivent l'exemple et que nos richesses nous appartiennent, que ce ne soit pas siphonné par Dame Nouvian Folorou ou par les gens de Ouattara et leur clan, on n'a aucune raison. Il faut interroger la plupart des Africains ici ou même en Europe. Au fond de leur cœur, au fond de nos cœurs, nous aimerions retourner chez nous. Mais on ne veut pas retourner les mains vides. Et toute la richesse se trouve là-bas, paradoxalement. Ça se trouve dans les mains de d'autres personnes. Et donc, nous, on vient ici essayer de vivre du mieux qu'on peut. Et donc, le combat ici, aujourd'hui, ça doit être pour nous, les membres de la diaspora, c'est de nous préparer au mieux pour pouvoir rentrer. On ne rentrera pas les mains vides, on ne rentrera pas la tête vide. De toute manière, nous ne sommes pas venus ici la tête vide. Et nous ne sommes peut-être pas venus ici les mains vides non plus. Mais c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes quand on rentre pour mieux bâtir nos pays et pour que la future génération ne se sente pas obligée de braver le désert, de braver la Méditerranée ou de braver d'autres chemins risqués pour venir trouver le minimum vital. Et voilà, la politique de Trump, c'est clair. C'est aussi un message à tous ces chefs d'État-là qui ne prennent pas soin de leur population. Lui, c'est un nationaliste. Il a une vision pour son pays. Il veut de la sécurité pour son pays. Je ne sais pas si vous avez vu dans les news, ici à New York, une personne de ce pays était en train de dormir dans le métro. Et oui, une dame. Un étranger a mis qui a été feu brûlée. sur elle. Oui, j'ai vu ces images atroces et personne ne pouvait réagir. Oui, c'est atroce. C'est un immigré clandestin en plus. En plus. Et ça, quand j'étais en France, je le voyais aussi. Nos frères et sœurs africains qui arrivent, on se comporte bien chez nous. On a toutes les valeurs africaines. Dès qu'ils montent dans l'avion, qu'ils descendent, ils deviennent la caricature qu'on fait de nous en tant que Noirs. Il y a une caricature qui est faite de nous et lui, il peut tout faire pour ressembler à cette caricature-là. Et c'est quelque chose que moi, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris ça. Pourtant, quand on voit les pays que je ne vais pas nommer, qui sont la première cible de ce nouveau président, nouveau et ancien, il y a des personnes bien, il y a des personnes éduquées, il y a des personnes qui ont contribué vraiment au développement de ce pays ici, les États-Unis. Mais ceux-là, ils ne font pas de bruit. Mais il y a beaucoup de vagues migratoires qui sont venues et c'est des gens, ça saute les portiques pour monter dans les métros, ça va manger et ça prend la fuite après. C'est pas tout le monde, on ne peut pas généraliser. Il a le droit de protéger son pays, tout comme nous, on a le droit de protéger les nôtres. Maintenant, est-ce que sa politique va être... Bon, déjà, il est contre l'OTAN, ce qui est une bonne chose, peut-être pour nous. Et aussi contre l'hégémonie occidentale d'une certaine manière, surtout sa relation avec la France. Ça peut être aussi une force pour nous. Et il y a certains membres de son gouvernement qui sont favorables à cette nouvelle posture de l'Afrique, qui veut aussi sa position méritée dans ce monde. C'est une bonne chose pour nous aussi. Donc, l'avenir nous dira plus, mais pour le moment, la sécurité déjà commence à reprendre tous ses droits, surtout ici à New York. Je ne sais pas dans les autres États, mais déjà, il y a très peu de personnes. Les personnes qui sortent, c'est qu'ils ont un but, ils ont une raison de sortir. C'est pas de errer comme ça et de mettre le feu aux gens ou se mettre à se bagarrer ou à boire et casser les verres. Moi, j'ai vu ce changement-là en 7 ans et ça ne faisait que s'empirer. Et donc, on est ici, on respecte la population.
C'est des gens qui nous ont hébergés, on ne va pas les immoler quand même. Donc, voilà, je respecte le choix des Américains. C'est leur pays, c'est leur choix par rapport à ce président. Et voilà, il faut que chacun vive dans le respect de l'autre aussi. Et c'est valable pour la population ici, c'est valable aussi pour nous, les Africains. Parce que quand on regarde le cas de la Côte d'Ivoire, qui est au pouvoir? Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Nous vient Folorou qui dit que s'il y a des milliers d'Ivoiriens qui doivent mourir pour que son mari reste en place, c'est inacceptable. C'est pire que immoler quelqu'un. Et c'est ces gens-là qui sont encore là et qui essaient de s'incruster jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce n'est plus possible. Donc voilà, M. Isaac Kofi, et merci infiniment pour ce temps de parole.